Bien, bonjour à tous, bienvenue à cette 8e séance du cycle de web séminaire consacré à l'étance organisé par le Cercle des économistes. Alors, comme vous le savez, ce cycle de séminaire vise non seulement à analyser l'actualité économique, mais aussi et surtout à prendre du recul, à prendre de la hauteur pour effectuer des propositions et apporter un éclairage quant aux perspectives pour le futur. Alors, nous avons accueilli de nombreux intervenants, des membres du cercle, bien sûr, mais aussi des PDG, des chefs d'entreprise, des institutionnels, des universitaires, etc., qui à chaque fois nous ont fait bénéficier de leur expertise. Alors, nous avons le très grand plaisir et l'honneur d'accueillir ce soir une amie fidèle du cercle, Joëlle Toledano. Alors Joëlle, vous la connaissez tous, c'est une experte connue et reconnue, absolument incontournable sur les questions relevant du champ de l'économie industrielle et en partie celles liées au numérique. Alors Joëlle est professeure d'économie à l'Université Paris-Dauphine, où elle co-dirige le master Industrie de réseau et économie numérique et où elle est associée donc à la chaire Gouvernance et Régulation. Elle a toujours concilié, je dirais avec brio, carrière académique et carrière entreprise, ce qui illustre réellement la richesse de son expertise. Elle est ainsi également membre du Conseil national du numérique, du Conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences. Elle dirige des startups du numérique après avoir occupé diverses fonctions en termes de direction dans des entreprises informatiques. Alors, son activité en matière de publication est impressionnante puisqu'elle a publié de nombreux ouvrages et articles, notamment dans les domaines de l'économie industrielle et l'économie de la gestion du numérique, économie et la régulation du numérique, mais aussi, bien sûr, des rapports qu'elle a coordonnés sur le numérique, la transition écologique en lien avec la transformation, la blockchain, etc. Alors, ce soir, nous recevons Joëlle au sujet de son dernier ouvrage, au titre percutant et je dirais quelque peu provocateur, GAFA, reprenons le pouvoir, paru chez Odile Jacob. Alors, c'est un ouvrage absolument passionnant et formidablement documenté, qui a d'ailleurs reçu le prix du livre d'économie 2020. Alors, le livre comprendre et expliquer la situation et les enjeux posés par les GAFA en s'appuyant sur des descriptions concrètes, avec beaucoup de chiffres à l'appui et des éléments de théorie économique. Mais je dirais qu'il va beaucoup plus loin que cela, puisque une fois le constat dressé et expliqué, eh bien, il s'agit de proposer des solutions donc pour, je cite, reprendre le pouvoir. L'idée étant qu'on a trop laissé faire les GAFA. Et à mon sens, je dirais que l'une des originalités majeures de cet ouvrage est qu'il propose des solutions pour déverrouiller le marché, qui consistent non pas à réguler les plateformes comme on le propose habituellement, mais à réguler les entreprises et leur écosystème, c'est-à-dire, Joël nous l'expliquera, les données, le modèle économique et les algorithmes de ces GAFA. Et donc pour cela, Joël nous explique qu'il ne faut pas se situer, je dirais, au niveau d'un seul pays. Il faut vraiment établir un rapport de force et donc plutôt se situer, par exemple, dans le cadre de l'Europe. On le voit, on est vraiment ici en plein dans l'actualité, avec notamment les projets de règlement Digital Services Act ou encore Digital Markets Act qui sont publiés par la Commission européenne, qui doivent permettre la mise en œuvre d'un nouveau cadre de régulation pour mettre fin à l'irresponsabilité des géants du numérique. Alors, Joël, je crois que j'ai assez parlé. Je vais donc te laisser la parole pour nous présenter ton ouvrage. C'est à toi, Joël. Merci beaucoup et par la description et par tout ce que tu as dit. En fait, je suis absolument ravie d'être là
et avec tous les amis qui sont au cercle et autour pour, au fond, présenter l'ouvrage et discuter non seulement des solutions que je propose, mais finalement aussi de les mettre en regard de tout ce qui s'est passé. Le livre a été publié il y a 6 mois maintenant et il y a eu toute une série d'événements, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. En Europe, tu l'as dit, il y a eu les deux textes proposés, les deux projets de règlement, mais aussi toute une série de procédures judiciaires entamées avec des résultats, etc. Et puis aux États-Unis, des rapports, des prises de position, évidemment, et l'épisode de Trump avec le Capitole et tout ce qui s'est passé, et puis ensuite, avec l'élection de Biden, un certain nombre de chantiers qui sont ouverts. Finalement, pour analyser tout ça, pour se projeter et voir ce qui est en train de se préparer et comment éventuellement il faut le faire un tout petit peu évoluer, je vais commencer par vous présenter la trame de l'ouvrage, parce que derrière la trame, il y a les principaux éléments qui permettent de fournir au fond une grille d'analyse et de la situation et des endroits où il faut agir pour sortir au fond de ce verrouillage des marchés que les GAFA ont mis en place. Alors, effectivement, la première question qu'on se pose, c'est celle que, au fond, je me suis posée, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment on est arrivé à ce niveau de puissance? Les chiffres sur cette puissance, vous les connaissez. Tous les jours, ça se modifie un peu. Est-ce que finalement, la valorisation boursière, c'est 2 fois le CAC 40, 3 fois le CAC 40? Est-ce que Apple a dépassé la valeur du CAC 40? Est-ce qu'il est en dessous? Enfin, ce sont de toute façon des chiffres absolument phénoménaux qui s'accompagnent, si on veut rapidement décrire la puissance économique et financière de ces acteurs. Une recherche et développement qui est 1,5 fois celle de la France, des moyens financiers immédiats de plusieurs centaines de milliards de dollars disponibles, un pouvoir politique et social qui a, au fond, qui s'appuie sur non seulement les réseaux sociaux, mais la présence à travers les smartphones et ce que sont devenus les smartphones en matière de communication, et puis ce sont des champions nationaux américains. Et pour comprendre comment ça s'est passé, au fond, il y a à peine 20 ans, rappelez-vous, pour ceux d'entre nous qui sont les plus âgés, l'Internet, c'était ce monde merveilleux, cette caverne d'Ali Baba qui permettait de découvrir la culture et tout ça avec finalement ce qu'on appelait la net étiquette. Ça s'attaquait, entre guillemets, ça s'occupait de nous donner de la culture, de la connaissance. Et aujourd'hui, on est plutôt en train de parler bien plus de ce cauchemar qui est parfois derrière les réseaux sociaux, derrière un certain nombre de crimes ou de comportements illicites qui effectivement ont des conséquences très très négatives. Tout ça s'est produit parce qu'on ne comprenait pas bien ce qui se passait, et puis parce qu'ils nous ont proposé des services dont on avait très très envie. Alors, comment sont-ils imposés? Ça, c'est la première question, avec cette spécificité de ce qu'on appelle maintenant l'économie numérique, qui renforce les puissants, qui fait que une fois qu'on a atteint un certain niveau de développement, au fond, on gagne le marché parce qu'on fait jouer des économies d'échelle et de ce qu'on appelle les économies de réseau, au fond, qui est cette économie qui est plus il y a de clients, plus c'est intéressant d'y être et moins c'est cher. Et donc, plus c'est difficile de re-rentrer sur le marché avec une nouvelle offre, sauf à être effectivement encore plus innovant, encore plus performant. C'est ça la logique de l'économie numérique, sauf qu'il y a quelques acteurs qui ont réussi à mettre en place, avec des pratiques, je dirais d'une certaine façon douteuse, ces pratiques leur ont permis de s'extraire de la concurrence en construisant à partir de ce qu'on appelle des plateformes, des empires, des écosystèmes, dans lesquels ils se sont développés finalement par une sorte de système en tache d'huile, en faisant de nouvelles acquisitions, en s'installant sur les marchés connexes. Par exemple, vous passez du moteur de recherche de Google à Google Maps et ça devient quasiment le GPS universel. Et puis,
vous avez à côté Google Analytics qui devient l'outil pour faire de la publicité, et tout ça fait le développement de Google de la même façon que vous avez la plateforme des applications de Apple, où plus il y a des applications, plus c'est intéressant d'y être, plus il y a de clients et que ces clients sont riches, et plus vous avez évidemment des applications. Donc cette mécanique se met en place, mais normalement elle est susceptible d'être remplacée, et là ils ont mis en place effectivement des méthodes d'auto-préférence, c'est-à-dire de préférer ses propres applications que celles justement de ceux qui étaient venus, d'acquisition d'entreprises qui apparaissaient comme, en tout cas à eux, même si ça apparaissait pas clairement à ceux qui l'observaient, comme étant les futurs concurrents, par toute une série de pratiques. Et ces écosystèmes se sont créés et sont devenus à la fois des formidables moyens de se développer. Les commerçants qui sont sur la marketplace d'Amazon sont souvent très heureux de bénéficier effectivement de ce qu'apporte cette marketplace, mais en même temps, ils rentrent dans une régulation privée, c'est-à-dire que la loi est faite par Amazon, pour prendre cet exemple d'Amazon, elle est modifiée au nom de l'efficacité, tout ça se fait via des algorithmes, des logiciels opaques, et sans contre-pouvoir, au point que d'ailleurs un journaliste avait titré à propos d'Amazon qu'il était à la fois juge, jury et bourreau. On est rentré avec ces acteurs dans un monde où, derrière ces services formidables, se sont constituées des puissances économiques qui à la fois bénéficient de l'opacité des algorithmes. À partir du moment où il y a d'autres entreprises il y a la potentialité de conflit d'intérêts, c'est-à-dire qu'ils vont favoriser certains par rapport à d'autres, évidemment en fonction de leur intérêt. Et puis, ils bénéficient encore d'autres choses qui étaient effectivement à l'origine du développement initial dans les années 2000, c'est-à-dire l'idée que, comme c'était des intermédiaires, ils n'étaient pas responsables ni des contenus, ni de ce qui était mis en vente sur ces places de marché. C'est-à-dire une irresponsabilité qui, effectivement, avait pour objectif initial de permettre ce développement, mais qui aujourd'hui devient assez anachronique à partir du moment où, justement, les algorithmes passent leur temps à classer, à vous proposer, à hiérarchiser, et donc l'irresponsabilité est de plus en plus étonnante, si je puis dire. Et on se retrouve dans cette situation, qui avait été anticipée d'ailleurs très très bien, derrière une phrase que pas mal de gens doivent connaître, qui est « code is law », c'est-à-dire que la loi est faite via les logiciels, et que si on ne s'occupe pas de ces logiciels, si on ne regarde pas ce qu'ils font, ils imposent une loi qui n'est pas forcément la loi ou du territoire national, ou de l'Europe, ou des États-Unis, selon le pays dans lequel on agit. Alors, par rapport à ce que je vous raconte, je vous dis qu'ils ont pris une puissance et qu'ils ont été capables de faire tout ça. Au fond, dans l'ancien monde, le droit de la concurrence aurait dû réussir à l'empêcher. La réalité, c'est que les modèles économiques, avec un certain nombre de caractéristiques, de gratuité, d'asymétrie d'information, de toute une série de particularités par rapport au monde, si je puis dire, non numérique, le droit de la concurrence n'a pas réussi à s'en occuper. Il a mis très longtemps à identifier les problèmes, et quand il les a condamnés, il n'a pas réussi à mettre en place les remèdes pour pallier ce genre de problème. Et donc, au fond, ce que je propose, comme comme c'était dit tout à l'heure, via à la fois une démarche théorique et empirique, à travers des exemples concrets, et aussi les très très nombreux travaux qui ont été menés maintenant depuis une quinzaine d'années, c'est une grille d'analyse de ce qui s'est passé, et aussi, derrière cette grille d'analyse, la proposition de solutions qui, au fond, cherche à déverrouiller ces marchés qui ont été progressivement verrouillés. La régulation que je propose, elle est autour des entreprises et de leur modèle économique, tout simplement parce que c'est ça qui verrouille les marchés. Ce ne sont pas tel ou tel service identifié avec ces acteurs qui sont verrouillés, mais c'est un modèle économique d'ensemble. Prenons un exemple, quand on va parler d'Amazon
et de ce qui se passe effectivement sur la plateforme d'Amazon, on peut parler de la place de marché et des traitements différents sur cette place de marché entre les commerçants et Amazon lui-même en tant que vendeur, mais il faut aller regarder de près en même temps Amazon Prime, ce service auquel vous vous abonnez et qui vous donne droit à de la distribution gratuite pendant toute l'année, plus maintenant des vidéos, de la musique et toute une série d'autres services, et qui, via cette prestation, va, en ajoutant à chaque fois des objets, de plus en plus d'objets que vous pouvez acheter, vous faire rester dans ce monde et éviter au fond d'en sortir. Google va faire pareil en vous installant dans ce monde au début qui devait vous ouvrir toutes les portes. En réalité, aujourd'hui, quand vous êtes sur votre smartphone, dans plus de 70% des cas, quand vous faites une recherche, elle vous renvoie à l'intérieur même du monde de Google. C'est donc ce modèle économique qu'il faut déverrouiller. Et la seule façon de le déverrouiller, c'est de trouver le moyen de réintroduire de la concurrence, sans quoi il n'y aura pas de possibilité de faire respecter notre loi, ni d'avoir, comme c'est l'un des objectifs de ces sessions d'ailleurs, de voir comment on peut avoir des acteurs européens, car aujourd'hui, nous appuyons forcément sur ces infrastructures qui sont devenues les infrastructures du XXIe siècle. Je vais juste maintenant essayer de vous donner ce qui est à mon avis quelques clés de cette régulation pro-concurrentielle qu'il faut mettre en place. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur tel ou tel point. Premier point, effectivement, ce ne sont pas les plateformes qu'il faudrait réguler, parce que, en réalité, comme je viens de le dire à l'instant, ce n'est pas telle ou telle plateforme avec ce statut de, éventuellement, plateforme structurante, ou comme le dit, ce dont parle la Commission, ce sont des gatekeepers, mais l'ensemble des écosystèmes qui tournent autour, à l'intérieur desquels une loi privée s'est mise en place et qu'il faut effectivement essayer de déverrouiller. En matière de régulation privée, on a atteint un summum ces derniers temps sur, au fond, ce qui m'apparaît personnellement comme l'échec de la mise en place de la régulation des données personnelles dans ce qu'on appelle le RGPD, et où finalement, ceux qui sont en train de mettre en place le contrôle des données personnelles via les tiers sont Google et Apple à la place des autorités de régulation qui n'ont pas réussi au fond à s'occuper de ces acteurs qui étaient les plus gros possesseurs de données personnelles et qui, d'une certaine façon, délèguent cette régulation des données privées aux plus gros acteurs du système. Deuxième point sur lequel il est fondamental d'intervenir, c'est le contrôle et la responsabilité du code et des algorithmes. Et à ce titre, il faut absolument se donner les moyens de devenir compétent sur ces algorithmes, d'avoir des équipes qui soient capables de les analyser, de voir ce qui se passe en évolution. Google change son algorithme de façon plus ou moins importante 3000 fois par an. Donc c'est évidemment pas en ayant un contrôle par an qu'on pourra effectivement comprendre ce qu'il y a derrière les algorithmes. Troisième sujet, réguler les fake news et les contenus illicites. On en parle tout le temps. Là encore, il faut se pencher sur le modèle économique et surtout ne pas séparer la régulation des contenus, la régulation des algorithmes et des données et celle de la publicité ciblée. Comme si les algorithmes n'avaient pas pour objectif de maximiser la publicité en s'appuyant en fait sur les contenus via tous les comportements addictifs qui vont être créés par les algorithmes. Avant-dernier point sur lequel j'ai envie de donner un avis un peu précis, celui du contrôle et des acquisitions et des fusions auxquelles on a assisté de façon absolument phénoménale dans les 15 dernières années. Il faut bien avoir en tête que, en gros, il y a eu, dans les 15 dernières années, une acquisition tous les 10 jours à peu près de la part des GAFA, et que le cadre conceptuel du droit de la concurrence a beaucoup de mal, en réalité, à contrôler ces acquisitions, dans la mesure où nous avons des acteurs qui sont tellement puissants, avec des moyens financiers qui sont tellement importants, qui peuvent se permettre, au fond,
d'avoir un comportement de venture capitaliste, de faire de nombreuses acquisitions, et parmi celles-là, il va y en avoir une qui effectivement aurait été l'entreprise qui les aurait concurrencées et sur laquelle ils peuvent s'appuyer pour continuer à construire leurs services. Donc je pense qu'il faut, à l'égard de ces acquisitions, les considérer comme des acquisitions consolidantes pour certaines d'entre elles, et donc leur demander de justifier ces acquisitions comme on demandait de justifier leurs acquisitions aux entreprises de réseau du XXe siècle qui étaient en position dominante et qui devaient, elles, prouver que ce n'était pas grâce à leur profit de monopole qu'elles pouvaient faire ces acquisitions. Dernier point, et je finirai là-dessus parce que c'est un peu le sujet finalement dont on parle et puis qu'on finit par oublier. Derrière deux de ces entreprises, Google et Facebook, il y a le sujet de la publicité ciblée. De façon assez étonnante, la publicité ciblée est considérée à la fois par tout le monde comme un monde particulièrement opaque, dans lequel la formation des prix est assez étrange et où il revient une part assez limitée de la publicité à ceux qui, effectivement, devraient en bénéficier parce que les GAFA en prennent une part substantielle. Et pour autant, il n'y a pas de régulation précise qui permette de comprendre, par exemple, la formation des prix sur la publicité ciblée. Il faut donc s'attaquer à l'opacité de la publicité ciblée. Voilà 5 pistes que j'ai retenues parmi d'autres sur lesquelles on pourra revenir, parce qu'il me semble que c'est peut-être celles-là qui, au fond, sont le moins reprises dans les propositions, par exemple, qui sont faites par la Commission. Voilà. Je vais m'arrêter là. Un grand merci, Joël, pour cette, je dirais, présentation limpide et absolument passionnante, qui illustre vraiment la richesse de ton ouvrage. Donc, je suis persuadée que de nombreux auditeurs vont courir acheter ton livre et profitez-en, les librairies sont encore ouvertes. Alors, je vais, pour lancer un petit peu la discussion, poser quelques questions suite à ton exposé. Alors, en faisant le lien évidemment avec l'actualité, est-ce que tout d'abord, première question, à ton avis, est-ce que les projets de règlement qui émanent de la Commission européenne et donc qui ont pour objet de proposer un nouveau cadre de responsabilité des grandes plateformes du numérique te semblent suffisants? Alors, je m'explique en 2 mots. Est-ce que les experts qui seront impliqués dans ces projets, à ton avis, est-ce que ces experts vont vraiment avoir accès aux données, aux modèles et aux algorithmes des GAFA pour pouvoir réellement réguler ce système concrètement, voilà, est-ce que tu penses que les GAFA vont accepter d'ouvrir aux experts leurs algorithmes et leurs données? Alors, ce qu'il y a de très intéressant dans ces deux textes, c'est que je pense que les objectifs sont très satisfaisants. Si on lit l'exposé des motifs, comme il y a toujours dans ces textes-là, des exposés des motifs longs et dans ce cas-là, bien charpentés, effectivement, les objectifs sont assez clairs. Par contre, je pense que sur les deux textes, il y a des vrais problèmes de mise en œuvre. Et qu'en particulier, de façon qui, pour moi, c'est assez incompréhensible, on a des textes qui sont, quand on les regarde, j'ai envie de dire des textes de l'ancien monde. Ils demandent des rapports, des analyses, il y a des experts, mais sans qu'on dise vraiment de quoi ils sont experts, et quelle est la grille d'analyse qui va permettre effectivement de rentrer dedans. On a effectivement repris ce droit de la compliance qui peut être intéressant, qui est appliqué dans le monde financier. Enfin, le droit de la compliance, il s'agit, à ma connaissance, de vérifier que des règles extrêmement strictes sont appliquées. Là, on est dans un monde où qu'il faut découvrir, et de façon extraordinaire, cette idée qu'il y a un monde nouveau de compétences techniques, numériques, dont ne dispose pas la Commission, dont ne dispose pas ou peu
la plupart des autorités administratives, et que donc il faut créer des nouveaux lieux de compétences. Tout ça n'est pas présent. Alors, selon les textes, il y a quelques ouvertures, mais ça fait partie pour moi d'un des grands sujets manqués de ce texte. Alors, peut-être est-il possible, moi ce qui me semble qu'il faudrait, c'est qu'il y ait dans tous les pays européens, effectivement, des équipes qui travaillent, aussi bien au niveau des administrations, mais aussi des équipes académiques spécialisées sur tel ou tel domaine, et qui pourraient apprendre et comprendre, et de façon continue. Si vous, au fond, mon intuition, c'est que, et je m'arrêterai de répondre, parce qu'une fois que je suis lancée, je ne m'arrête pas, c'est que le pas sur le fait qu'on va rentrer dans un nouveau monde en termes de contrôle, ce qu'a fait le monde financier, ce que fait le monde, par exemple, des jeux en ligne, les régulateurs ont accès, on peut, etc. Tout ça n'est pas encore passé dans le monde concurrentiel habituel, et on a l'impression qu'il parle un peu des rapports comme on aurait parlé des factures. Je caricature, mais pas tant que ça. Je partage complètement ton analyse, hein. Un long chemin reste à parcourir avant la mise en œuvre effective de tout cela, on est d'accord. Alors, deuxième thématique, hein, toujours en lien avec l'actualité, tu en as d'ailleurs fait mention, hein, dans ton exposé. Ça concerne, je dirais, la modération un petit peu des réseaux sociaux. Alors, tu as fait référence, hein, à l'histoire de Donald Trump. Donc, on a vu notamment, hein, la suppression de ses comptes suite aux événements du Capitole en janvier. Et cette suppression, hein, rappelons-le, elle a été effectuée par les responsables de Facebook, Twitter, etc. Alors même que, comme tu l'as rappelé, sauf erreur de ma part, ils ne sont pas responsables, hein, du contenu des comptes de leurs abonnés. Et donc, à mon avis, hein, de façon plus générale, c'est-à-dire que modérer les réseaux sociaux, hein, nécessite de rentrer vraiment à l'intérieur de leur modèle économique pour voir concrètement comment ils vont utiliser, se servir, hein, de nos traces numériques. Et j'ai l'impression qu'on bute là un petit peu sur un problème, puisque ce sont les GAFA qui contrôlent nos données sans les transmettre aux autres. Donc, à ton avis, hein, comment on peut procéder à cette modération des réseaux sociaux, j'allais dire, tout en préservant nos libertés, hein, individuelles notamment. Voilà, je voulais savoir si tu pouvais nous donner un petit peu ton point de vue sur cet aspect général, notamment entre lien entre réseaux sociaux, liberté individuelle, voire même collective, hein, puisque voilà, on a vu que ça dépassait largement aussi parfois le cadre des libertés individuelles. Quitte à choquer, moi je crois que très souvent, surtout en France et en Europe, je crois, oui, les réactions qu'on a eues en Europe, on oublie que ces acteurs ont d'abord pour objectif de faire du profit. Et en fait, ils régulent les contenus depuis le début. Ils bénéficient de ces textes américains qui disent à la fois qu'ils sont irresponsables et que si ils font des contrôles, on considérera, c'est ce qui s'appelle, je crois, la règle du bon samaritain, qu'ils le font pour le bien. Donc, en tout état de cause, en cassant la connexion de Trump, ils étaient non seulement irresponsables, mais on ne peut pas leur reprocher d'avoir effectivement arrêté ça, puisque ils l'ont fait comme des bons samaritains pour le bien collectif. Mais n'oublions pas que tout ça s'inscrit pour eux essentiellement dans une entreprise de maximisation du profit. Et on a toute une série d'exemples, aussi bien chez Facebook que chez Twitter d'ailleurs, où il y a eu des travaux qui ont mis en évidence que les algorithmes, si on voulait qu'il y ait moins de conflictualité, plus moins de conflictualité, moins de contenu illicite, etc., il suffisait, d'une certaine façon, de faire évoluer ces algorithmes pour que ce qui est favorisé n'est pas ce qu'on appelle l'engagement, c'est-à-dire le fait de vous faire revenir sur votre réseau pour vérifier si vous avez eu 22 retweets ou
pas de retweet du tout, donc si on vous aime ou si on vous aime pas, et si vous avez été suffisamment agressif dans votre formulation pour que effectivement ce soit repris, parce que c'est dans ce cas-là que c'est repris davantage que quand la formulation est nuancée. Donc c'est les algorithmes qu'il faut aller regarder, parce qu'ils sont là pour effectivement générer de l'engagement, et l'engagement passe par la conflictualité. Et tant qu'on ne parle que du contenu, je pense qu'on est en train d'essayer au fond, d'enlever l'eau à la fin, dans un bateau avec une petite cuillère, quoi. Donc la première chose à regarder, c'est effectivement de pouvoir s'occuper des algorithmes. La deuxième, c'est que moi je crois qu'il faut arrêter de considérer que ces entreprises sont des entreprises de service public et qu'ils portent effectivement la liberté d'expression, ils portent leur intérêt, et leur intérêt va varier en fonction de la situation politique. Et tout le monde a remarqué que Donald Trump n'avait été coupé qu'à partir du moment où le Congrès était effectivement devenu démocrate, pas avant. Donc voilà, moi je pencherais plutôt pour une augmentation substantielle de la responsabilité de ces acteurs par rapport à ce qui se passe sur leur réseau. Et je rêverais peut-être un peu moins de la conservation de la liberté d'expression, si tant est qu'on reste dans des modèles qui est un modèle économique d'entreprises privées. Si on passe à des entreprises qui sont des entreprises de service public, formidable. Je partage là encore totalement ton analyse, mais alors en lien avec ce que tu viens de dire, enfin, au sujet de l'information, de la responsabilité, etc., sauf erreur de ma part, on a montré que ce sont plutôt d'ailleurs les fausses informations qui vont accroître le temps qui va être passé finalement par les utilisateurs sur les plateformes. Et donc, tu as parlé de responsabilité. Donc, concrètement, qui est-ce qui est responsable en cas de diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux? Imaginons que ces informations aient de graves conséquences, voire dramatiques. Voilà. Qui est responsable de ça? De manière similaire, je pourrais te poser la question, Joël, lorsqu'on va acheter un produit sur Amazon et que ce produit que l'on reçoit est défectueux ou n'est pas le produit attendu, je ne sais pas, voilà. Tu vois, qui a la responsabilité de ça, en fait? Voilà. Bon, je pense qu'il va falloir inventer une voie intermédiaire entre cette irresponsabilité et la responsabilité d'un commerçant qui, dans sa boutique, a acheté des produits et qui les revend parce qu'il sait bien ce qu'il a dans sa boutique. Et qu'il va falloir trouver, et c'est ce que sont en train de faire, je crois qu'il y a 2 jours encore, je disais que ça a avancé aux États-Unis, où Amazon, de plus en plus, il y a eu des accidents, quelqu'un qui a perdu un œil sur un produit, etc. Et les juges commencent à dire vous aviez des moyens de savoir que ce produit était dangereux. Donc, on ne peut pas imaginer à la fois. Moi, ce qui me choque dans cette irresponsabilité, c'est que pour quand quelqu'un va sur Amazon, il se rend compte que un produit va être évalué, qu'il va être plus ou moins bien positionné, qu'on va dire qu'il y a eu des gens contents, etc., etc. Donc, on va le recommander, plus ou moins, et pour autant, on va pouvoir dire que on ne sait pas s'il est dangereux. Donc, il va y avoir énormément de moyens autour de cet objet pour, au fond, lui proposer qu'il ait un écrin qui corresponde à ce qu'on a envie ou pas de favoriser. Et tout d'un coup, quand il s'agit de voir les effets, on est irresponsable. Donc, je pense qu'il doit y avoir les moyens effectivement, de ne pas arriver au même niveau de responsabilité que celui d'un monde plus limité et plus fini. On est dans le monde du numérique, mais quand même, quand, je ne sais pas, un produit a été vendu énormément, qui a eu des choses qui vient d'origine sur lesquelles on ne peut pas se retourner, puisque c'est l'un des problèmes. Celui qui est censé être responsable, c'est le vendeur. Si l'entreprise n'a pas vérifié que ce vendeur existe, qu'il est capable de le retrouver, etc., mais que pour autant il lui a fait payer de l'entreposage, il lui a fait payer de la publicité, il y a un problème. Donc je pense qu'il doit y avoir façon de construire une responsabilité
dans ce monde du numérique, là je parle des produits illicites, mais de la même façon dans les contenus, on ne peut pas rester, ça ne me paraît pas raisonnable et pas vrai par rapport au fait que ces acteurs maintenant, ils interviennent en réalité. Donc puisqu'ils interviennent, il faut qu'ils prennent une part de responsabilité. Après, je pense que c'est un travail compliqué et où tous les mots vont rentrer, mais qu'il faut qu'on sorte. Moi ce côté, effectivement, dans le texte européen qui conserve complètement cette irresponsabilité et qui, en plus, met cette règle du bon samaritain, je pense qu'elle doit être regardée de plus près à l'aune des contraintes qui sont posées, c'est-à-dire que à ce moment-là, si les contraintes qui étaient posées n'ont pas été respectées, à ce moment-là, etc. Je ne sais pas, mais je crois qu'il faut sortir de là, et le débat a commencé d'ailleurs assez largement aux États-Unis. On a vu que Jacques Dorsey, le patron de Twitter, reconnaissait qu'il y avait une part de responsabilité, alors qu'évidemment, Zuckerberg ne le reconnaissait pas. Merci Joël. Alors peut-être juste une dernière question, puisque j'aurais aimé avoir ton point de vue là-dessus. Donc, si on a le temps, hein, une petite question très très rapide. Tu expliques très justement dans ton ouvrage qu'un pays à lui seul ne va pas pouvoir révolutionner les choses, c'est-à-dire réguler à lui seul les plateformes. Et donc, je voulais savoir concrètement, donc je suis entièrement d'accord avec ça, évidemment, mais concrètement, comment tu vois cette coordination au niveau international, sachant que les droits dans les différents pays, en fait, ne sont pas les mêmes. Donc, est-ce qu'il nous faut réformer le droit de la concurrence au niveau international? Enfin, voilà, concrètement, comment les pays peuvent se coordonner pour que l'on puisse reprendre le pouvoir C'est clairement une difficulté, mais parce qu'on a l'habitude et du temps qu'il faut à Bruxelles pour arriver à se mettre d'accord sur quelque chose, etc. Mais enfin, s'il fallait une dernière preuve que la France toute seule ne peut rien faire, elle a encore été fournie avec la taxe GAFA, où les acteurs ont tout simplement fait payer les fournisseurs français de l'augmentation de la taxe. Donc, ok, enfin, ça ne veut pas dire qu'il fallait pas le faire. Je pense que c'était important de montrer une volonté politique, mais elle a complètement des limites. Et c'est pas que les Français qui se retrouvent face à ce problème. Hein. C'est pas juste de l'autodénigrement. La réalité, c'est qu'on peut rien faire seul, que tout le monde est en train d'en prendre conscience et que moi, je suis assez frappée de voir que sur des sujets qui jusqu'à présent étaient relativement peu convergents, comme les Allemands, les Français, les Néerlandais, ont un certain nombre de points communs. Après, jusqu'où on arrivera à aller, je ne sais pas. Ce qui me paraît évident, c'est que c'est pas en modifiant le droit de la concurrence qu'on y arrivera. C'est vraiment en mettant en place de la régulation. Tous les exemples, même les sujets où on a réussi à condamner, finalement, il y aura peut-être au bout, une fois que ce sera passé par la Cour de justice, etc., les amendes seront peut-être payées, mais tout est resté verrouillé. Et il faut absolument mettre en place un système de régulation ex ante où le régulateur a pour objectif de réouvrir les marchés, donc d'avoir une politique pro-concurrentielle. Enfin, moi, je dois avouer que c'est mon expérience en tant que régulatrice des télécoms qui me permet de penser que c'est faisable et que c'est en mettant l'ensemble des acteurs qu'on y arrivera, que le face-à-face avec un acteur, je veux dire le monopole, quel qu'il soit, hein, que ce soit le monopole postal ou le monopole des outils de recherche en ligne, il gagne, la symétrie, elle est phénoménale, et donc il faut impérativement sortir de là sur tous ces sujets. Et donc, il faut y arriver. J'ai l'impression que les lignes bougent, et donc que ça va être possible, mais je pense que ça va être très très compliqué. Et je trouve que ce qu'on est en train d'apprendre de ce qui s'est passé finalement à 4-5 ans d'intervalle sur la façon dont le RGPD a été mis en place, sur donc la régulation des données personnelles, et qui est pour moi
un incroyable échec au regard du fait qu'on a pu s'attaquer qu'aux petits et que les grands s'en sont sortis, et c'est eux qui régulent maintenant. Il faut qu'on apprenne de tout ça pour devenir agile, être proactif et sortir effectivement de visions trop juridiques. Et il faut absolument être un peu plus économique et un peu plus technique. Un immense merci, Joël, pour tes réponses vraiment toujours aussi claires et exhaustives. Alors, je vais laisser la parole à Emmanuel Cuny. Donc, vous connaissez tous Emmanuel, président de la GEF, qui va animer la suite de ce débat. Emmanuel, c'est à toi, je t'en prie. Bonsoir, merci Valérie, merci Joël. Effectivement, alors beaucoup de sujets ont été abordés. Moi, je vais transmettre en fait les questions puisque vous êtes nombreux derrière vos écrans et vous pouvez poser, comme vous le savez, toutes vos questions. Beaucoup de questions pertinentes. On va y revenir dans un instant. Auparavant, nous avons donc un panel de 2 intervenants que je vous présente. Françoise Benamou, coprésidente du Cercle des économistes, grande spécialiste des questions de l'économie, de la culture, entre autres. Et puis également en ligne avec nous, Michael Beribi, consultant financier, qui a coécrit avec Jean-Hervé Lorenzi le livre intitulé « L'avenir de notre liberté, faut-il démanteler justement Google ?» et quelques autres 3 points de suspension et points d'interrogation. Françoise Benamou, je vous passe la parole. Vous avez quelques questions à poser à Joël, peut-être, et à Valérie. Bonsoir Emmanuel, bonsoir Joël, bonsoir Valérie. Merci Joël pour ta présentation. Alors moi j'avais quelques questions. Moi aussi j'ai été, comme tu le sais, régulatrice à l'ARCEP et je me rappelle que pendant les 7 années où il y a donc maintenant 7 ans, j'entendais déjà il faut se donner les moyens de devenir compétent sur les algorithmes. Et manifestement, on n'y arrive pas parce qu'on a une force, on a une puissance scientifique et je dirais économico-scientifique en face de nous, qui fait qu'il est extrêmement difficile de s'approprier l'algorithme de l'autre, qui, comme tu l'as dit toi-même d'ailleurs, ne cesse de changer. Donc ça, c'est plus une remarque qu'une question. Puis j'avais quelques questions, alors je te les pose en vrac, tu répondras à ce que tu veux. La première, moi j'ai une interrogation, je me dis quand même, pendant cette pandémie, il y a un truc qui a formidablement marché et qui n'est pas un GAFAM, c'est Zoom. Et c'est inouï que l'Europe n'ait pas su faire son Zoom. Et comment tu expliques ça? Parce que là, pour le coup, c'était pas les GAFAM qui étaient là, hein. Ils n'ont pas été bons là-dessus, ils ont essayé de racheter Zoom d'ailleurs, ils sont pour l'instant pas arrivés. Deuxième question, tu dis réguler les données illicites, c'est extrêmement compliqué, effectivement, tu as raison, il faut s'attaquer au modèle économique, je suis pleinement d'accord, et tu reviens au fait que le modèle des GAFAM, c'est de rassembler de la collecte de données, en fait, de données personnelles. Et la seule solution, si on ne veut pas qu'ils collectent des données personnelles de cette manière, en tous les cas en moindre nombre, c'est qu'ils soient payants. Si Google était payant, on sort du modèle économique. Est-ce qu'il est possible d'imposer un système payant? Ça, c'est une question que je te pose, je ne sais pas y répondre. Et puis alors, j'ai une autre question sur l'actualité. Il y a quand même une petite entaille au modèle qui a été faite, à mon avis, par la bande, mais qui est très intéressante, c'est ce qui se passe en Allemagne et plus généralement en Europe sur les droits voisins sur les éditeurs de presse, c'est-à-dire l'imposition pour Google de payer les éditeurs de presse, qu'on retrouve en Australie, ce qui est très intéressant, et qui maintenant se fait aux États-Unis, non pas sur la base des droits voisins, mais sur la base de l'obligation pour Google de négocier des accords avec les éditeurs de presse au titre du fait qu'ils utilisent les contenus. Tu peux dire que c'est la parabole de la petite cuillère, peut-être, mais c'est peut-être par la petite cuillère ou en tous les cas par comme ça les franges du modèle qu'on entre dans le modèle. En tous les cas, à mon sens, c'est quand même une entaille. Voilà. Merci. Alors, merci beaucoup, Françoise, de ces questions. Je vais commencer par la dernière parce que, justement, je pense que le verre est plutôt à moitié vide qu'à moitié plein. En réalité, les accords, pour l'instant, les droits voisins, quand on regarde la France, Google a réussi à choisir avec qui négocier et pour le reste, c'est ouvert. Donc là, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas encore soldé. Et l'exemple australien est terrifiant. C'est-à-dire qu'en réalité,
malgré les apparences, ils ont fait plier le gouvernement australien. Ils ont choisi qui ils payaient. C'est tout l'objectif. Hein. Ils ont compris, Google et Facebook ont compris qu'ils allaient devoir payer un peu. Mais ce qu'ils ne veulent pas, c'est d'avoir un système de partage de la valeur qui leur échappe. Ils sont prêts à choisir qui ils vont payer et éventuellement combien ils vont payer. D'ailleurs, c'est marrant, ils disent toujours voilà, je vais y mettre 1 milliard, je vais, etc. Donc, ils sont prêts, au fond, à donner un peu sous réserve de conserver la maîtrise du partage de la valeur. Et l'Australie, quand on regarde bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Aussi bien Google que Facebook choisissent tous les deux leurs interlocuteurs, combien ils les payent, et comme par hasard d'ailleurs en Australie, c'est quand même celui qui est le mieux traité, c'est le groupe de Murdoch qui a ce pouvoir politique formidable et qui a d'ailleurs été à l'initiative de tous les travaux qui ont eu lieu en Australie. Donc je pense que sur les droits voisins, effectivement tout le monde se lève et il commence à y avoir une bagarre, mais elle est loin d'être gagnée et il faudra bien la gagner, mais elle est loin d'être gagnée. Alors maintenant, je reprends et aux États-Unis, on va voir si effectivement la façon dont ils procèdent permet d'aller là encore plus avant et comment. Mais ça va sûrement être aux États-Unis que ce sera le plus dur. Enfin, je ne sais pas. L'avenir nous le dira. En ce qui concerne les algorithmes, je crois que depuis un certain nombre d'années, on en parle, tu as raison, et qu'on est rentré dans une logique finalement très scientifique. On s'est dit, il faut de la transparence, il faut de l'explicabilité, et puis maintenant, les scientifiques sont là à chercher à dire, mais c'est quoi la transparence, c'est quoi l'explicabilité? Il y a un texte d'une vingtaine de pages qui, pour moi, est absolument terrifiant, qui a été produit par la Commission européenne, pour dire ce qu'est la transparence dans le texte qui a été appelé en jargon P2B, Platform to Business, et c'est complètement littéraire, comme si on était en train de parler effectivement de droit du 19e siècle, même pas du 20e siècle. Et si on revient à ça, moi je suis sûr que sur les algorithmes, l'une des façons de rentrer dans le sujet, mais c'est le début de la bagarre pour gagner par rapport à cette asymétrie d'information, c'est effectivement d'avoir partout des équipes qui, au fond, testent, font du travail sur ces algorithmes, identifient des biais, par exemple, si on parle des réseaux sociaux, ah bah tiens, comme ça a été démontré aux États-Unis, l'application qui faisait les groupes sur Facebook, on a identifié a posteriori que c'était quelque chose qui effectivement a mis de l'huile sur le feu, si je vais vite, et du coup, effectivement, Facebook l'a fait disparaître. Donc, tester ces applications, tester et identifier des problèmes, et demander que ces problèmes soient résolus. Au fur et à mesure, je pense qu'on va finir par avancer, trouver des biais. C'est une bagarre de tous les instants, de toute façon. C'est pas une histoire qui va se régler comme ça. On a en face de nous des gens puissants, riches et intelligents, tu l'as dit toi-même. Mais donc, je pense qu'il faut se donner les moyens, arrêter de parler des algorithmes et créer des équipes publiques et académiques pour travailler dessus et pour avancer dans la compréhension. Autre point, sur Zoom. Effectivement, Zoom a percé, mais tu as vu derrière Microsoft avec Teams, qui progressivement est en train de reprendre la main dans un certain nombre de cas. Je pense que l'histoire de Zoom est intéressante. Seront-ils là encore dans 4-5 ans? Alors, ils sont en train je crois, d'essayer de faire une alliance avec, alors j'ai oublié le nom de la boîte, mais une très grosse entreprise de software américain. Mais est-ce qu'ils vont réussir à tenir dans une bagarre qui clairement va les opposer à Microsoft ou pas? Pourquoi on n'a pas eu un Zoom? On a quelques applications que j'ai testées comme tout le monde, pendant le confinement, qui n'étaient pas si mal. Et malheureusement, on a tous utilisé les applications qui venaient d'ailleurs. Peut-être qu'on aurait pu, sur ces sujets-là, avoir une action un peu plus nationale, y compris au niveau des pouvoirs publics. Ça m'a frappé, comme toi.
Et puis, parce qu'il y a des vraies bonnes applications. Enfin, sur le payant, alors là, c'est vraiment le truc auquel je ne crois pas. Je crois que pour pouvoir réguler les GAFA, il y a une chose qu'il va falloir conserver en tête, c'est qu'on ne pourra les réguler que si on prend vraiment en considération que les consommateurs ne veulent pas que les services soient diminués. Qu'il y ait des options payantes et gratuites, qu'on leur montre qu'il peut y avoir de la concurrence en s'appuyant sur des données qui reviendraient de Google parce qu'ils seraient obligés de les donner, ça j'y crois davantage. Je pense que pour déverrouiller les marchés, alors c'est ce que moi, mon expérience de l'ARCEP, je crois, m'a appris, c'est vraiment par l'arrivée de concurrents, par le fait d'aider des concurrents, faire effectivement une régulation asymétrique qu'on s'en sortira. Je ne crois pas que c'est en modifiant la qualité du service rendu aux consommateurs. J'ai essayé de répondre à tout. Merci Joël, merci Françoise Benamou pour cette intervention. Avant de passer aux nombreuses questions du public, Michael Beribi, vous avez également quelques questions à poser à Joël Toledano. Oui, bonjour, Donc, bonjour Joël. Beribi, consultant financier, et ce livre que vous avez coécrit avec Jean-Hervé Lorenzi, L'avenir de notre liberté, faut-il démanteler Google et quelques autres? Nous vous écoutons, Michael Beribi. Merci beaucoup. Merci Joël. Alors, c'est pas tant une question, mais plus une remarque sur laquelle j'aurais souhaité finalement te faire réagir. C'est vrai qu'avec Jean-Hervé Lorenzi, on s'était pas mal intéressé sur notre dernier ouvrage sur ces personnes ou ces collectifs qui résistent. Et là, assez récemment, j'ai quand même, voilà, il y a quelque chose qui m'a pas mal interrogé. C'est vrai que du côté, et pour cela, je te propose qu'on s'éloigne du périmètre de la régulation et d'aller plutôt sur le sujet de l'investissement. À un moment donné, tu parlais de la capitalisation boursière des GAFA qui explose, qui est phénoménale. Et c'est vrai que ces dernières années, on a quand même vu se développer ce qu'on appelle l'investissement responsable. Un investissement qui, finalement, au lieu d'investir directement avec un objectif de rentabilité, on va également s'intéresser à d'autres critères tels que l'environnement, les impacts sociaux ou la gouvernance de l'entreprise. Et parce qu'il n'y a pas finalement de méthodologie là-dessus, le gouvernement français a proposé son propre label responsable. Et depuis quelques années, depuis 2017, on a vu tous ces nouveaux fonds responsables. Et pourtant, lorsqu'on regarde un peu à l'intérieur de ces portefeuilles-là d'investissement qui représentent finalement les épargnants qui souhaitent avoir une certaine éthique ou néanmoins qui souhaitent épargner dans le but de la promotion de cette éthique-là, on se rend compte que presque la moitié de ces portefeuilles, en tout cas ceux qui peuvent investir partout dans le monde, investissent chez Google et chez Amazon. Et pourtant, ce label est estampillé France et se dessine. Et on est en train d'essayer de construire un label européen. Et alors, c'est très bien, on prend en compte toute la transition énergétique, c'est très bien, la gouvernance également. Mais je me demande à quel point est-ce qu'on passe à côté de tous nos sujets finalement de souveraineté numérique ou en tout cas d'éthique tel qu'on souhaite le développer en Europe. Donc voilà, je voulais avoir ton avis sur ce côté investissement. Et alors là, je m'adresse aux épargnants français, mais il y a également tout le volet, on va dire, institutionnel qui s'appuie sur le label français. Et pourtant, parmi ce qu'on peut observer, et on va retrouver de l'investissement également pour ces GAFA-là. J'avoue mon incompétence sur les fonds d'investissement et les fonds d'investissement responsables. Et il y a juste un point qui, moi, me semble très important parce que il m'est arrivé de discuter avec certaines personnes qui me disaient mais la souveraineté, il faut aller vers des offres nationales et c'est comme ça qu'on y arrivera. Et on assiste à un certain nombre de débats où on a l'impression qu'on pourrait basculer du jour au lendemain vers des offres qui auraient toutes les qualités.
moi j'avoue que je crois beaucoup au chemin pour y parvenir. Et c'est la raison pour laquelle je ne crois pas à la possibilité d'avoir des entreprises qui répondront d'ailleurs aux critères que tu évoques, sans se dire, OK, voilà, je veux avoir des entreprises comme ça, mais comment est-ce que je peux faire pour qu'elles se développent effectivement et pas qu'elles soient là, au fond, comme à côté, mais parce qu'on aura mis des critères et qu'on aura favorisé telle ou telle chose. C'est pour ça qu'il me semble vraiment qu'il faut avoir les deux manettes, l'une sur l'investissement dans une orientation souhaitée et l'autre parallèle qui vise à ouvrir les marchés et rendre possible la concurrence avec ces acteurs-là. C'est-à-dire ne pas se dire il va y avoir les responsables et les irresponsables et puis je vais interdire les irresponsables, je caricature, pardon, mais plutôt se dire comment je fais pour que les responsables deviennent des vrais concurrents et qu'ils dament le pion et qu'ils soient meilleurs dans un certain nombre de cas face à ces acteurs qui aujourd'hui sont effectivement des leaders qui sont tellement difficiles à contester qu'on se retrouve, semble-t-il, dans la situation paradoxale que tu décris. Merci beaucoup pour ces réponses. Merci Michael Bérébi donc pour les questions, Joël Toledano pour les réponses. Alors les questions, il y en a beaucoup. On va consacrer une dizaine de minutes, quitte à déroger un petit peu de la règle que nous nous étions fixés de nous séparer à 19h30. Beaucoup de questions. Je disais donc du public que je vais résumer. Je vais essayer d'être le plus concis possible pour donner le maximum de place à la parole. Je vais résumer quelques questions qui vont dans le même sens, car beaucoup de questions en fait ont été posées sur des points qui ont déjà été abordés par Joël. Alors, Joël Toledano, vous parlez beaucoup de la régulation, de la concurrence. Il y a des questions autour de justement les outils de l'économie de la concurrence et de la régulation. Est-ce que ces outils peuvent fonctionner dans un monde dématérialisé ? C'est toute la problématique finalement, parce que c'est un pan de l'économie qui est bien particulier, ce numérique. Est-ce qu'on peut jouer avec régulation vraiment dans le monde dématérialisé de l'économie aujourd'hui? Oui, enfin, je vois pas quelle serait l'objection. Le problème qu'on a aujourd'hui et pourquoi on n'arrive pas effectivement à traiter les problèmes, c'est parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Le jour où vous aurez plusieurs acteurs et que ces acteurs, au fond, auront intérêt à divulguer un peu d'informations pour que leur situation soit meilleure, à ce moment-là, vous arriverez effectivement à avoir une régulation qui sera meilleure que celle que vous faites à l'aveugle. Je vais prendre effectivement des exemples, mais au fond, pour prendre quelque chose qui était complètement immatériel, quand il s'est agi dans les télécoms de créer l'annuaire universel. D'accord ? Chaque opérateur avait des obligations et il s'est agi de créer un format, en fait, un format de données qui permettait effectivement de créer un annuaire universel. De la même façon, si vous vous dites, dans certains cas, je veux faire de l'interopérabilité, évidemment qu'il ne faut pas juste attendre de l'opérateur dominant qui vous dise comment cette interopérabilité va marcher. Si vous voulez faire de l'interopérabilité et qu'elle fonctionne, il faut effectivement que vous ayez différents acteurs qui puissent contester la parole et les prises de position de l'acteur dominant et qui puissent vous donner de l'information qui vous permette de mieux appréhender la dynamique concurrentielle et donc, avec ces acteurs, de faire évoluer les normes d'interopérabilité. Donc, très honnêtement, je ne vois aucune différence entre le physique et le numérique en ce qui concerne l'impact de la concurrence. Ce qui est derrière, c'est, au fond, comment j'arrive à mettre en place les méthodes pour mieux comprendre ce qui se passe et pour faire évoluer les situations vers l'intérêt général, alors que pour l'instant, on se retrouve, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, dans des méthodes de régulation privée qui ont pour objectif des intérêts particuliers. Mais j'ai peut-être mal compris la question.
Pour poursuivre, non, non, absolument. Pour poursuivre justement sur ce sujet, cette question de Pierre, Thierry Breton espère que DSA et DMA, donc le Digital Services Act et le Digital Markets Act, entreront en vigueur dans les 18 prochains mois, mais dans le même temps, la commissaire Margrethe Vestager est en faveur d'actions plus mesurées. Donc la question précise, c'est est-ce que DSA et DMA sont déjà morts dans l'œuf? Non, je crois pas qu'ils soient morts dans l'œuf. D'abord, ils seront pas forcément dans le même bateau, hein. Aujourd'hui, ils sont dans le même bateau, mais moi, les échos que j'ai eus me font penser que effectivement, ça pourra peut-être converger plus vite dans un des deux cas que dans l'autre. Peut-être DMA, peut-être DSA. En tout état de cause, on est sur des sujets différents. La présidence française va tout faire visiblement pour faire avancer le dossier. Je pense que les Allemands le souhaitent, enfin qu'il y a plusieurs pays qui le souhaitent, et que la Commission européenne a mis ses projets sur la table. Maintenant, ils vont forcément être modifiés. Difficile de dire si ça va pouvoir aller vite. Peut-être qu'à ce moment-là, si les Américains bougent, du coup, on va recommencer à bouger plus vite. Je ne sais pas. On a beaucoup parlé, Joël Toledano, des GAFA, enfin des Américains. Une question est posée concernant, enfin plusieurs questions même sont posées sur de l'autre côté de la planète, en Asie, avec les GAFA chinois. Il y a les routes de la soie qui sont en train de se mettre en place. Comment vous voyez évoluer justement cette configuration? Alors on a parlé, on voit les Google, Amazon, les Américains. Il y a les Chinois aussi de l'autre côté. Est-ce que c'est une réelle menace pour nous en Europe, ou est-ce qu'il faut en tirer profit justement pour avancer sur la construction de GAFA européens? Écoutez, il est clair que ce sont des épouvantails que les GAFA américains aiment bien utiliser pour nous dire vous allez nous affaiblir et du coup les autres vont venir. Moi, tout ce que je sais dans cette affaire, c'est que pour l'instant, ceux qui verrouillent les marchés sont les GAFA. Les acteurs asiatiques, ils sont très puissants, ils sont très riches, mais ils n'ont pas des pratiques qui sont particulièrement meilleures ou particulièrement plus mauvaises que celles des Américains. Si il se trouvait qu'en Europe, ils prenaient des positions aussi puissantes que celles des Américains, eh ben on aura appris à traiter la domination des Américains, on saura traiter la domination des Chinois. Mais c'est pas fromage ou dessert. Les Chinois ne risquent pas d'être plus offensifs que les Américains. On les voit en ce moment, là, on en parle beaucoup sur des questions diplomatiques, économiques. Ce ne sera pas un biais pour eux d'enfoncer une nouvelle fois le rempart européen? Mais si on a des règles telles qu'on est en train d'essayer de les poser, ben on leur appliquera de la même façon. Pourquoi est-ce qu'on des règles qu'on leur aura appliquées aux Américains, on ne pourra pas les appliquer aux Chinois? J'avoue que je comprends pas bien en quoi il faudrait attendre que les Chinois soient présents et plus puissants en Europe pour traiter le problème dans sa globalité. Alors, si on reste en Europe, justement, quelques questions autour de Qwant, donc le moteur de recherche européen, avec une forte présence française à la tête, qui a été revendu. Quel est l'avenir pour Qwant maintenant? On avait un moteur européen, que va-t-il en advenir? Très franchement, je pense qu'il faut être dans l'entreprise pour avoir une réponse à votre question. Moi, j'en sais rien. D'accord, c'est très clair. Donc il n'y a pas de... Parce que là, la concurrence est un petit peu cassée sur le plan européen. On avait un moyen de s'imposer, ce n'est plus le cas. Pour qu'il y ait de la concurrence en Europe, qui soit autre chose que 1% par-ci ou par-là, il faut mettre en place une politique proactive qui vise à rendre ses concurrents plus dangereux. Donc il faut... Il y a eu une étude d'ailleurs de l'autorité de concurrence britannique qui analyse très précisément les différents types de solutions pour mettre en place cette régulation asymétrique que j'appelle de mes voeux. Que ce soit Qwant ou d'autres acteurs, il y a aussi un Allemand, il y a quelques petits Européens qui existent. Si on veut qu'ils deviennent grands, bah, il faut leur faire la courte échelle. Et Qwant ou un autre, aujourd'hui, la preuve est faite que c'est impossible sans moyen de revenir sur le marché,
de concurrencer les moteurs de recherche de Google. Donc, c'est pas une histoire d'ajouter des dizaines de millions. C'est là, aujourd'hui, ils ont effectivement amassé tellement d'historique et de compétences qu'il faut mettre en place les moyens pour rendre possible cette concurrence et aider ces acteurs, Quant comme les autres, à essayer effectivement d'innover et d'avoir des produits qui nous donnent envie de les utiliser. Bien, je vous propose une dernière salve de questions autour de la fiscalité. Beaucoup de questions ont été posées autour de ce sujet. La place des USA dans tout cela. Il y a eu une discussion, on le sait, il y a quelques jours, un soir, je crois que c'était avant-hier, entre Bruno Le Maire et son homologue américaine, la secrétaire au Trésor, donc Madame Janet Yellen, et ils se sont mis d'accord, enfin, en tout cas c'est remonté de Washington, sur le fait qu'il fallait avancer dans les discussions dans le cadre de l'OCDE, puisque c'est l'OCDE qui gère cette partie fiscale. Joe Biden, alors déjà, sur la fiscalité, les discussions au sein de l'OCDE, comment les voyez-vous évoluer, vous, en tant que spécialiste du secteur? Et Joe Biden, on sait qu'il va nommer Lina Khan, alors ça c'est une question d'Hubert, Lina Khan qui est professeure de droit à la concurrence, et donc elle va être à l'autorité de la concurrence, et on l'a dit, vraiment très très opposée au système actuel. Donc première question sur la fiscalité versus OCDE et la place de Lina Khan avec Joe Biden pour l'avenir des discussions. Écoutez, les informations dont on dispose, c'est qu'effectivement les Américains rentrent dans le jeu, et dans le jeu tel que le proposait l'OCDE et tous les autres pays d'ailleurs. Il n'y avait que les Américains qui le refusaient. Donc c'est une bonne nouvelle. Maintenant, ces sujets-là, encore plus que les autres, il faut rentrer dans la précision pour voir ce sur quoi on va aboutir. Mais je pense qu'il y a une chance. Si tout était bloqué, là, il y a une vraie chance d'avancer. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Deuxièmement, sur Joe Biden, il a fait non seulement le choix de Lina Khan, mais il a fait le choix de Tim Wu dans son équipe à la Maison-Blanche. Donc, il a envoyé des signaux assez clairs pour dire, parmi les gens qui me conseillent ou parmi les gens qui travaillent dans mon administration, il y a des gens qui veulent sérieusement réformer la loi antitrust. Du côté du Parlement américain, il y a aussi les auditions qui ont repris, et il va y avoir des projets. Cela étant dit, ce que nous a appris ce qui s'est passé avec le rapport dit Cicilline, qui a été publié à la fin de l'année dernière, c'est que autant les républicains et les démocrates étaient d'accord sur le diagnostic dont on parle aujourd'hui au fond, autant ils n'étaient pas d'accord sur les solutions. Donc, il faut s'attendre à des évolutions qui iront dans un sens qui nous semblera, je dirais, de bon aloi. Il ne faut pas croire que tout va être révolutionné rapidement. Moi, là où j'attends le plus Lina Khan, finalement, c'est que, bon, elle est nommée à la FTC, mais elle n'est pas seule. La FTC, d'abord, elle n'est pas encore nommée. Il va falloir que sa nomination soit validée. Et ensuite, il y a 5 commissaires, 3 démocrates et 2 républicains. Il se trouve que c'est la FTC qui, théoriquement, a en charge, dans le partage qui avait été fait il y a quelques mois, le suivi d'Amazon. Or, Amazon, c'est vraiment l'entreprise de prédilection de Lina Khan. Donc, je suivrai avec beaucoup d'intérêt l'action de la FTC à l'égard d'Amazon. Ce qu'on peut dire, c'est que tout ça se rouvre. Maintenant, on est dans un monde... le monde américain est d'abord compliqué parce qu'il y a ce problème des bagarres violentes démocrates-républicains qui n'est pas simple pour faire adapter des nouveaux textes, et ensuite parce que toute décision d'une autorité aussi puissante que la FTC est immédiatement contestée devant les tribunaux, et on ne peut pas s'attendre à ce que des choses se passent rapidement et modifient considérablement la situation. À ceci près quand même qu'à force d'avoir une pression sur les GAFA, ça peut aider à faire bouger, y compris chez nous.
Merci beaucoup. Merci Joël Toledano. Je vais repasser peut-être la parole à Valérie Mignon pour un mot de conclusion. Mais Joël, donc je rappelle le titre de cet ouvrage à se procurer, je dirais, de toute urgence. Voilà, Joël Toledano, GAFA, reprenons le pouvoir chez Odile Jacob. Merci beaucoup. Valérie, un petit dernier mot. Juste avant de vous céder la parole, j'interpelle les auditeurs sur le fait qu'il y a un prochain rendez-vous à ne pas manquer avec le Cercle des économistes. Ce sera le 6 avril prochain, mais peut-être Valérie, avez-vous prévu d'en parler? C'est un grand rendez-vous depuis Grenoble autour du thème « La France est-elle toujours dans la course technologique ?» Ce sera le 6 avril, on aura l'occasion d'en reparler. Valérie, c'est à vous. Un grand merci Emmanuel. Bien, je voudrais juste dire quelques mots de remerciement donc à Joël pour ces débats vraiment très très enrichissants, hein. Donc je vous encourage tous vivement à lire cet ouvrage. Vous apprendrez énormément de choses. Voilà. Donc je dirais qu'on a vu la vitesse avec laquelle les GAFA se sont imposés pour devenir pour figurer, j'allais dire, au niveau des entreprises les plus puissantes au monde. Je crois que la régulation va prendre peut-être un petit peu plus de temps, mais nous verrons cela et nous aurons l'occasion certainement d'en reparler avec Joël. Voilà, donc un grand merci Joël, merci Françoise, merci Michael, merci beaucoup Emmanuel. Et comme l'a dit Emmanuel, donc nous aurons le plaisir de vous retrouver le 6 avril hein, sur un sujet passionnant. La France est-elle encore dans la course technologique? Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Bon, tout va bien? Merci. Merci à vous. Merci. Un grand merci. Bon, c'était chouette. Voilà. Ouais, c'était super. C'était vraiment super. Hein. Merci beaucoup Joël et Emmanuel. C'était très très bien. À tous les deux, c'était top. Très bien coordonné. Merci à toi aussi Valérie. Super, merci à vous. Allez. À très bientôt. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Merci Denis, merci aux équipes à Marseille. Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Au revoir Joël.